Bonjour tout le monde. Notre cours aujourd'hui portera sur l'appendicite aiguë de l'enfant et de l'adulte. L'objectif de ce cours, c'est qu'à la fin, vous saurez faire le diagnostic positif d'une appendicite aiguë, connaître ses différentes formes, savoir reconnaître les formes compliquées, savoir demander les examens complémentaires adéquats et enfin la prise en charge thérapeutique. Sans trop tarder, nous allons commencer notre cours. L'appendicite aiguë constitue un défi majeur pour le médecin généraliste, l'urgentiste et le chirurgien, en raison de sa fréquence, de son diagnostic parfois difficile et de sa potentielle gravité. Elle se définit comme une inflammation aiguë de l'appendice permittant, causant généralement des douleurs abdominales, une anorexie et une sensibilité abdominale. Épidémiologie, l'appendicite aiguë peut survenir à tout âge, du nourrisson à la personne âgée. Cependant, on observe un pic de fréquence à l'adolescence entre 10 et 20 ans. L'appendicite aiguë est légèrement plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Nous avons 52% chez l'homme contre 48% chez la femme. Physiopathologie, contrairement à l'idée longtemps véhiculée selon laquelle toutes les appendicites aiguës seraient liées à une obstruction de leur base, aboutissant à une pullulation microbienne, des données récentes, épidémiologiques, anatomopathologiques et immunologiques suggèrent l'existence de deux formes distinctes d'appendicite aiguë, dont la physiopathologie serait différente. Alors nous avons les deux formes, la forme non compliquée et la forme nécrotique. La forme non compliquée, elle est liée à un processus purement infectieux avec une inflammation de la muqueuse appendiculaire, mais sans obstruction de la base. Cette forme représenterait de 70 à 90% des appendicites aigus et n'évolue pas vers une perforation. Deuxièmement, la forme nécrotique. Elle résulte d'une obstruction de la lumière appendiculaire par un stercolyte, un corps étranger, une hyperplasie lymphoïde, un parasite, oxyuroascarite, etc. Cette obstruction provoque rapidement une augmentation de la pression intraluminale, ce qui a pour effet de limiter le retour veineux et lymphatique, puis la vascularisation artérielle, et de favoriser la pullulation microbienne. Cette forme évolue ensuite rapidement vers la gangrène avec perforation de l'appendice. Examen clinique. Alors nous avons la forme typique, nous allons décrire appendicite aiguë latérocécale. Cette forme d'appendicite aiguë ne pose généralement pas de problème diagnostique, en particulier chez l'homme. Premièrement, l'interrogatoire, la douleur abdominale. Le symptôme constant de l'appendicite aiguë augmente progressivement d'intensité, initialement ressenti dans la région périombilicale voire épigastrique, sous forme de crampes de faible intensité. Elle migre en quelques heures en fosse iliaque droite. Elle devient plus vive, continue, sans irradiation et non clinante. Cette douleur est alors localisée au point de McBurney. Deuxièmement, notre interrogatoire aussi doit rechercher les signes fonctionnels. Nous avons des nausées en 60% des cas, plus rarement des vomissements, une anorexie, des troubles de transit type de constipation dans 30% des cas, ou au contraire une diarrhée dans 10% des cas. Il doit rechercher aussi, troisièmement, la fièvre. Généralement, c'est un fibricule qui est entre 37,8 et 38,5 et retrouvé dans 60% des cas. L'examen physique, nous avons premièrement l'inspection, deuxièmement la palpation, troisièmement le toucher rectal. Alors à l'inspection, le patient est figé, évitant toute tension abdominale douloureuse avec un psoïatique, flexion ontalgique de la cuisse droite, signant une irritation du muscle du psoas au contact de l'inflammation appendiculaire. La palpation, elle débute par la fosse iliaque gauche et se termine dans le cadran de la fosse iliaque droite. Elle recherche une défense localisée au point de McBurney, le signe le plus caractéristique d'une appendicite aiguë latérocécale. Des signes d'irritation péritonéale, généralement secondaires à la présence d'un épanchement intrapéritonéal réactionnel, tels que le signe de Blomberg, douleur localisée en fosse iliaque droite à la décompression rapide de la fosse iliaque droite, et le signe de Robsing, douleur localisée en fosse iliaque droite à la décompression de la fosse iliaque gauche. Troisièmement, nous avons le toucher rectal.
qui retrouve une douleur typiquement latéro-rectale droite et du cul-de-sac de Douglas. Examen complémentaire. Premièrement, la biologie. Nous avons l'hémogramme, la CRP et les autres examens biologiques. L'hémogramme met en évidence dans 80% des cas une hyperleucocytose supérieure à 12 000, la prédominance de polynucléaires neutrophiles. Cependant, une leucocytose inférieure à 10 000 n'élimine pas le diagnostic d'appendicite aiguë. La CRP est élevée dans la majorité des cas avec un décalage par rapport à l'apparition des signes cliniques. Les autres examens biologiques réalisés en urgence ont pour but soit d'écarter les diagnostics différentiels ou de participer à un bilan préopératoire. Le diagnostic de l'appendicite aiguë reste clinique, avec une anamnèse et une présentation clinique compatible. Cependant, le taux de faux positifs varie entre 15 et 25%, en se fondant que sur l'examen clinique, et jusqu'à 40% des cas chez la femme en raison de nombreux diagnostics différentiels, colite, diverticulite de Meckel, ilédie, adénolymphisme mésentérique. L'imagerie est donc nécessaire pour confirmer le diagnostic d'appendicite aiguë en limitant ce taux de faux positifs. Chez un homme jeune, rend le diagnostic d'appendicite aiguë très probable et doit faire discuter une intervention chirurgicale sans imagerie complémentaire. Accord d'experts selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2012. Dans toutes les autres situations cliniques, un examen d'imagerie doit être réalisé. Les examens morphologiques, nous avons l'AST, la tomodensitométrie et l'échographie abdominopelvienne. Pour l'AST, l'abdomen sans préparation, les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2009 sur les principales indications et non-indications de l'abdomen sans préparation qui est l'AST stipulent que cet examen n'est pas indiqué en cas de suspicion d'appendicite aiguë. Nous avons la tomodensitométrie abdominopelvienne. Elle constitue l'examen d'imagerie de référence pour toute douleur abdominale aiguë, et en particulier pour l'appendicite aiguë. Sa sensibilité est de 94% et sa spécificité est de 95%. Elle est réalisée sans puis avec injection intraveineuse de produits de contraste. Les signes scanographiques directs d'appendicite aiguë non compliqués, nous avons augmentation du diamètre de l'appendice supérieur à 6 mm associé à un épaississement de ses parois supérieures à 3 mm. Deuxièmement, prise de contraste des parois appendiculaires témoignant d'une inflammation de l'appendice. Troisièmement, présence d'un cercolite dans la lumière appendiculaire et ou une distension liquidienne endoluminale en faveur de l'obstruction appendiculaire associée à une infiltration de la graisse périappendiculaire. Échographie abdominopelvienne, c'est l'examen de référence chez la femme enceinte et l'enfant. Le diagnostic d'appendicite aiguë est porté sur un faisceau d'arguments échographiques associant des signes directs et indirects. Nous avons augmentation du diamètre de l'appendice supérieur à 6 mm, associé à un épaississement de ses parois supérieures à 3 mm. Deuxièmement, nous avons l'appendice non mobilisable et incompressible de la sonde, une hyperéchogénicité de la graisse périappendiculaire et enfin une douleur provoquée au passage de la sonde au point de McBurney au regard de l'appendice. Les formes cliniques, nous avons des formes cliniques selon la topographie, des formes cliniques selon le terrain et les formes compliquées. Alors premièrement, pour les formes cliniques selon la topographie, elles dépendent de la position de l'appendice par rapport au séquence. Alors nous avons l'appendicite aiguë pelvienne, appendicite aiguë rétrocécale, sous-hépatique et mésocéliaque. Nous allons voir par la suite un schéma qui illustre les différentes positions de l'appendice par rapport aux séquences. Alors premièrement, nous allons décrire les signes d'appendicite aiguë pelvienne. Alors les douleurs sont localisées en hypogastre et non en fosse iliaque droite et sont fréquemment associées à des signes fonctionnels urinaires, colacurie, dysurie, voire rétention aiguë d'urine et recto, ténèbres, faux besoins et diarrhée. À l'examen clinique, la fosse iliaque droite est libre alors qu'on retrouve une sensibilité, voire une défense au niveau de l'hypogastre, ainsi qu'une douleur du cul-de-sac de Douglas au toucher rectal.
l'appendicite aiguë rétrocécale. L'appendice est situé en arrière du fécum, au contact de la face antérieure du psoas droit. Les signes cliniques sont dominés par l'attitude anxiolytique, alors que les signes fonctionnels digestifs sont typiquement absents. La douleur peut se localiser en fosse lombaire droite. Le reste de l'abdomen reste souple. Nous avons appendicite sous-hépatique. L'appendice est situé en hypocondre droit et l'appendicite sous-hépatique mime classiquement les douleurs de cholécystite aiguë, douleurs provoquées, voire défense en hypocondre droit et fièvre. L'appendicite mésocéliaque, l'appendice enflammé, est situé au milieu des anses digestives et responsable des nélius réflexes provoquant un arrêt des matières et des gaz, des nausées, des vomissements, un tableau d'une occlusion intestinale aiguë fébrile. Ici, nous avons un schéma qui illustre les différentes positions de l'appendice par rapport au fécum. En haut, nous avons l'appendice en position sous-hépatique. En arrière, à gauche, nous avons l'appendice en position rétrocécale, en arrière. En bas, nous avons un appendice qui est en position pelvienne. Juste à côté, à droite, en bas et à droite, nous avons la localisation habituelle de l'appendice qui est en latérocécale. Et à droite, en haut, nous avons l'appendice qui est en position mésocéliaque, qui est au contact des ondes. Deuxièmement, nous avons les formes cliniques selon le terrain. Les formes cliniques selon le terrain, nous allons décrire l'appendicite aiguë du nourrisson, appendicite aiguë de l'enfant, appendicite aiguë de la femme enceinte et enfin appendicite aiguë du sujet âgé, du sujet immunodéprimé. Premièrement, nous allons décrire l'appendicite aiguë du nourrisson. L'appendicite aiguë du nourrisson est rare et son diagnostic souvent tardif, au stade de péritonite appendiculaire, dans près d'un cas sur deux. Le tableau clinique est trompeur, évoquant de prime abord une gastroentérite aiguë fébrile, de loin la plus fréquente. L'appendicite aiguë doit être évoquée de principe devant toute diarrhée aiguë, météorisme abdominal, agitation, insomnie, anorexie, associée à une fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius. Deuxièmement, nous allons décrire l'appendicite aiguë de l'enfant. Le pic de fréquence de l'appendicite aiguë chez l'enfant se situe entre 4 et 12 ans. La symptomatologie est généralement identique à celle décrite chez l'adulte, avec toutefois un diagnostic différentiel majeur qui est l'adénolytite mésentérique. Il est donc essentiel de rechercher dans l'interrogatoire une virose, une rhinopharyngite dans la semaine précédant la venue aux urgences et de confirmer le diagnostic par une échographie abdominale. Troisièmement, nous avons l'appendicite aiguë de la femme enceinte. Au cours du premier trimestre de grossesse, l'appendice est en situation latérocécale habituelle et la symptomatologie est identique à celle de l'adulte. Dès le deuxième, surtout le troisième trimestre de grossesse, le volume de l'utérus refoule l'appendice vers le haut, vers l'hypocondre droit, parfois vers l'arrière. Cela peut orienter à tort vers une cholécystite aiguë ou une pyélonéphrite. L'échographie est donc essentielle afin de réorienter le diagnostic. Enfin, nous allons décrire l'appendicite aiguë du sujet âgé et du sujet immunodéprimé. Chez ces patients, la symptomatologie de l'appendicite aiguë de ces complications est atténuée et il s'agit souvent d'un tableau d'occlusion subaiguë fibrile faisant évoquer un cancer du côlon droit ou du fécum en occlusion. Les signes d'irritation péritoniale sont généralement absents, même au stade de péritonite aiguë, alors que les signes digestifs et généraux, avec des nausées, vomissements et altération de l'état général, sont en premier plan. Les formes compliquées, nous allons décrire l'abcès appendiculaire, le plastron appendiculaire et péritonite aiguë généralisée. Pour l'abcès appendiculaire, un abcès appendiculaire peut compliquer une appendicite nécrosée ayant évolué durant 24 à 48 heures ou bien être inaugurale. À l'examen clinique, on observe une douleur en fosse iliaque droite pouvant déborder dans le flanc droit ou vers l'hypographe, généralement plus facile. Les signes généraux sont plus marqués que lors d'une appendicite aiguë non compliquée, avec une fièvre supérieure à 39 degrés Celsius en plateau, une asthénie, un syndrome inflammatoire biologique marqué.
Un élite réflexe est fréquemment associé. L'examen physique est objectif une nette défense et parfois déjà une masse palpable au niveau de la fosse iliaque droite. Le plastron appendiculaire, lorsque l'appendicite aigu évolue, les anses grêles et l'épiplan viennent s'agglutiner autour du foyer appendiculaire, formant une infiltration inflammatoire diffuse de la région périappendiculaire. C'est le plastron appendiculaire. À l'examen clinique, on note une défense avec douleur en fosse iliaque droite et un syndrome infectieux marqué, fièvre supérieure à 39 degrés Celsius, une hyperleucocytose supérieure à 15 000. La palpation met en évidence une masse mal limitée et de la fosse iliaque droite, douloureuse à la pression et mate à la percussion. Péritonite aiguë généralisée. L'évolution naturelle d'une appendicite aiguë nécrosée est la péritonite aiguë généralisée, qui peut survenir selon 3 modalités. Premièrement, la péritonite en un seul temps survient d'emblée après rupture de l'appendice nécrosé dans la cavité péritoniale inaugurale de l'appendicite aiguë. Deuxièmement, nous avons la péritonite en 2 temps et secondaire à la rupture d'un abcès appendiculaire non traité ou imparfaitement traité. Troisièmement, nous avons la péritonite en 3 temps qui survient par rupture d'un abcès appendiculaire, lui-même secondaire à un plastron appendiculaire s'étant collecté. La douleur est intense, elle débute comme un coup de poignard en fosse iliaque droite, puis s'étend à l'ensemble de la cavité abdominale en augmentant d'intensité. Des signes systémiques d'infection sont à rechercher afin de confronter le diagnostic de péritonite généralisée et d'apprécier la sévérité. C'est en fièvre supérieure à 38,5 degrés Celsius, sueur, frisson, tachycardie. L'examen physique met en évidence des signes d'irritation péritoniale, frisson, contracture, défense généralisée de l'abdomen, douleur intense au toucher rectal lors de la palpation du cul-de-sac de Douglas et douleur provoquée à la mobilisation du patient. Diagnostic différentiel. Alors, les diagnostics différentiels, nous allons décrire selon la topographie de l'appendice. Pour appendicite aiguë latérocécale, nous avons les diagnostics différentiels avec l'adénolymphisme mésentérique, ulcère gastro-duodénal perforé, gastro-entérique, invagination intestinale aiguë et des verticules de Meckel. Pour les diagnostics différentiels d'une appendicite aiguë pelvienne, nous avons saphelgite aiguë, grossesse extra-utérine, torsion de kyste ovarien, microbiose aseptique des fibromes utérins et cystite. Pour les diagnostics différentiels d'une appendicite aiguë rétrocécale, nous avons les colites néphrétiques et pylonéphrite aiguë. Pour les diagnostics différentiels d'une appendicite aiguë sous-hépatique, nous avons la cholécystite aiguë. Et pour l'appendicite mésocéliaque, nous avons l'occlusion aiguë intestinale aiguë du grêle. Prise en charge. Nous allons décrire la prise en charge thérapeutique d'une appendicite aiguë non compliquée. Alors, le traitement d'une appendicite aiguë reste chirurgical. Plusieurs études récentes montrent que le traitement médical est faisable en cas d'appendicite aiguë non compliquée, avec un risque de 11% de complications par une péritonite ou un abcès appendiculaire, ou de récidive dans les 48 heures. Le risque de récidive durant les premiers mois est de 26% des cas et durant l'année est de 36% des cas, raison pour laquelle ce traitement médical n'est pas recommandé. La prise en charge est d'abord symptomatique. Aux urgences, dans l'attente de la chirurgie, le patient est laissé à jeun, il est perfusé pour hydratation, correction d'éventuels troubles hydroélectrolytiques et mise en place d'antalgiques intraveineux. L'antibiothérapie est débutée au plus tard au bloc opératoire après des prélèvements bactériologiques s'il existe une collection. Une consultation d'anesthésie est demandée en urgence. Le traitement chirurgical, réalisé le plus tôt possible, consiste à une appendicectomie effectuée soit par laparotomie, incision de McBurney, soit par celluloscopie. Le choix entre ces deux voies d'abord est laissé à l'appréciation du chirurgien, en fonction de la localisation de l'appendice, en position latérocécale, rétrocécale, pelvienne, en fonction de l'aspect de l'appendicite sur les examens d'imagerie réalisés, de la morphologie et du sexe du patient et de sa propre expérience.
Quelle que soit la technique chirurgicale utilisée, les temps opératoires restent identiques. Incision et exploration de la cavité péritoniale afin de confirmer le diagnostic. Appendicectomie, s'il existe un liquide intrapéritonéal, prélèvement à visée bactériologique et cytologique, puis toilette péritoniale. Fermeture et drainage si nécessaire, envoi de la pièce d'appendicectomie pour étude anatomopathologique pour confirmer le diagnostic, éliminer une tumeur de l'appendice, adénocarcinome carcinoïde ou mucoselle appendiculaire présente sur 1% des pièces opératoires. Ici, nous avons une image d'une pièce opératoire de l'appendice avec infiltration de la graisse périappendiculaire. Complications. Nous avons des complications précoces et des complications tardives. Les complications post-opératoires précoces possibles sont l'abcès de la paroi, abcès extra-abdominal, lâchage du moignon appendiculaire et ulcération. Pour les complications tardives, sont communes à toute chirurgie abdominopelvienne qui sont occlusion aiguë du grêle sur bride, éventration, stérilité tubaire par adhérence. En conclusion, l'appendicite aiguë est la plus fréquente des urgences chirurgicales. La triade ascension, l'absence de défense en fosse iliaque droite, l'absence d'hyperleucocytose et l'absence d'élévation de la CRP doit faire rediscuter le diagnostic d'appendicite aiguë. La diversité des localisations anatomiques de l'appendice, latérocécale, pelvienne, sous-hépatique, mésocéliaque et rétrocécale explique la diversité des symptômes rencontrés. Les formes compliquées d'appendicite aiguë sont l'abcès appendiculaire, le plastron appendiculaire et la péritonite aiguë généralisée. Le traitement de l'appendicite aiguë est toujours chirurgical en 2022. Le traitement médical par antibiothérapie probabiliste n'ayant pas démontré sa non-infériorité par rapport au traitement chirurgical. Après appendicectomie, la pièce opératoire doit systématiquement être envoyée en anatomopathologie pour éliminer le diagnostic d'une tumeur de l'appendice, mucoselle appendiculaire, tumeur carcinoïde ou adénocarcinome appendiculaire qui concerne 1% des pièces opératoires. Après avoir fait ensemble le tour de la question, je vous remercie pour votre attention.